Dans cette deuxième partie, nous regardons donc un autre tableau d'Édouard Manet, Argenteuil, les canotiers. Alors, je ne vais pas vous parler de taille de peinture d'histoire parce qu'on a 1,50 m par 1,15 m. C'est très correct. On n'est plus dans la dimension de la peinture d'histoire et puis surtout, on est en 1874. Les années ont passé et le salon n'est plus aussi puissant que ce qu'il était. Alors, avec toutes les incohérences picturales qu'on va trouver dans ce tableau, il est quand même exposé au salon. Alors les jurys n'en voulaient peut-être pas, mais Manet est quand même devenu Monsieur Manet. La pression des journalistes est telle qu'il est présenté au salon. Et pourtant, il a tous les signes du tableau précurseur d'avant-garde de ce qui va venir au siècle suivant, qu'on appelle la peinture moderniste, la peinture abstraite. La peinture abstraite est une peinture qui a renoncé à son devoir de représentation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Elle s'est émancipée du devoir de raconter, de narrer notre histoire. Notre histoire se déroule en 3 dimensions. On parle de tridimensionnalité. Quand je bouge mon bras, je ne suis pas une mécanique. Or, une toile est plate, elle est bidimensionnelle. Donc, une toile, pour être vraiment elle-même, va être bidimensionnelle, elle va rejeter ce qui lui est alien, c'est-à-dire cette fausse tridimensionnalité. Et elle ne sera alors plus qu'elle-même, c'est-à-dire pigment et composition. C'est ce qu'on appelle le caractère ontologique de la peinture abstraite, dont le sujet est en fait la forme. La forme sert le sujet est la forme. Donc à partir du moment où on commence à lire une peinture comme celle-ci, en termes de non-représentativité des pigments, d'une part, et d'autre part d'abandon de la tridimensionnalité, on est en train de montrer que Manet est un précurseur de l'art moderniste, c'est-à-dire abstrait. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est rare, on va en profiter. Le pinceau, je vous ai dit que le pinceau ne devait pas être visible, puisqu'il faut maintenir cette illusion d'une fenêtre ouverte sur un paysage. Or, le pinceau, chez les impressionnistes, vous le savez, mais chez Manet en particulier, est très visible. Si on regarde ce mât ici, soit il est attaqué à coups de burin, ce qui n'est pas très intelligent, il doit quand même supporter une forte pression. Je ne suis pas sûre que les vents soient des tempêtes sur la Seine, mais quand même. Soit ce sont les coups de pinceau que l'on voit de ci, de là. Et puis un coup de pinceau peut être aussi ici. Si vous regardez la couture sur l'épaule de cette jeune femme, elle semble être décousue, ouverte, le tissu s'est levé. Ou alors, plus vraisemblablement, le pinceau a abandonné son devoir de représentation, il s'est libéré, il a continué en dehors de ce qui devrait être le manteau. Puis c'est tellement libéré qu'il est allé à gauche également. Vous avez le même pigment bleu et blanc qui s'alterne ici. Bleu, blanc, bleu, blanc. On a l'impression que le pinceau a continué en dehors, il a pris ses libertés, il commence à faire quelques pas vers l'abstraction. Et puis ce pinceau, toujours ici, on a des pigments bleus. Alors la Seine peut-être a des vagues, des grandes vagues comme sur une digue en pleine mer, j'en doute. Ce qui est plus probable, c'est que le pinceau se soit libéré de son devoir de représentation et a commencé à attaquer les berges. Le pinceau, toujours ici, regardez ces taches noires. Vous avez des grandes taches de noir. C'est peut-être quelque chose qui flotte si on a une logique réaliste. Mais ce qui est plus probable, c'est que le pinceau se soit libéré de son devoir de représentativité. Le pinceau, une chose. Maintenant, je vous ai dit qu'une peinture figurative devait représenter des éléments qui existent. Une peinture abstraite, plus. Or, si on regarde cette main, c'est une tache. On ne voit plus exactement les détails de la main. Donc, on commence à retrouver ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'état d'ébauche, mais surtout une peinture qui ne s'oblige plus à représenter notre monde. Quand vous regardez ce qui se passe ici, il y a une autre incohérence. Ce bras semble se prolonger comme en transparence derrière le bras de la jeune femme, parce que c'est le même pigment ici qui se prolonge là.
on est perplexe. Il y a trop d'incohérences pour réellement comprendre chaque détail de ce tableau. Et puis ici, il est possible que Manet se joue de nous. Il semblerait qu'on ait un reflet de la cheminée quand on découvre qu'il s'agit de gouttes au bout d'une baume ou peut-être d'un voilier. Et puis vous avez cet élément ici. Je suis encore incapable de vous en donner l'explication naturaliste ou en tout cas à quoi ça correspond dans la réalité. Cette partie est concave. En principe, elles sont plutôt convexes. Passons. Le maçon a peut-être pris ses libertés. Mais ici, de quoi s'agit-il? J'ai l'impression que cette bande orangée est le rebord de ma barque. Or, s'il s'agit du rebord de la barque, je ne vois pas pourquoi je vois cette corde de chaque côté pendre. Elle aurait dû disparaître de l'autre côté. Et si pour une raison ou d'une autre, il s'agisse en fait d'une barre qui passe et sur laquelle se repose ce bout, je ne comprends pas non plus pourquoi le pinceau a pris la liberté de recouvrir cette corde. Si j'ai une logique réaliste ou naturaliste jusqu'au bout, je vais penser qu'en repeignant la barque, ils ont également repeint le bout, ce qui est peu probable. Autre incohérence ou insuffisance du pinceau. Regardez ce bouquet de fleurs, une masse informe, cet arbre, une masse informe, et puis ici, il y a un tel fouillis que je suis bien incapable de vous dire de quoi il s'agit, sinon des algues peut-être. En d'autres termes, si je force la lecture figurative, ça ne va pas, j'arrive à des incohérences. Il y a des parties de ce tableau qui donnent la priorité à la peinture, à une peinture qui s'est émancipée de ce devoir de représentation. La tridimensionnalité, je vous ai dit que c'était un élément fondamental dans la peinture figurative parce que nous vivons dans un espace tridimensionnel. Si vous regardez cette scène bleue, et que vous essayez de faire abstraction des personnages qu'ils ont ici, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un mur bleu, un mur vertical. Il n'y a pas de progression dans l'espace. Vous avez la même touche en haut et en bas, à ceci près, les taches noires sur la droite. La tridimensionnalité du chapeau me gêne également. On a l'impression qu'il a été apposé sur la toile. Certes, à l'époque, on portait le chapeau légèrement en avant, avec une voilette parfois, mais de pouvoir le relever de cette manière, j'ai quelques doutes. Quant au ruban, il n'est pas très bien défini. Donc oui, bien sûr, on peut faire, et on a fait pendant 75 ans, une lecture moderniste de ce tableau. Oui, Manet ici est un précurseur de l'art moderne, ne serait-ce que parce que les peintres des générations suivantes vont le considérer comme tel. Mais je ne m'arrêterai pas là, il y a une histoire et une histoire sociale derrière ce tableau qu'on va découvrir dans un instant. Il y a un autre tableau qui lui ressemble. Vous remarquerez ici qu'il y a bien moins de détails. On ne peut localiser au premier coup d'œil le village où l'on se trouve. Il y a une touche qui est extraordinairement impressionniste, mais en fait on ne peut pas parler de touche impressionniste, chacun a sa touche. C'est la touche de Monet. On est en 1874, Monet vit à Argenteuil et Manet peint souvent à ses côtés. On retrouve cette touche rapide et légère qui est celle du compagnon Monet, qui serre une robe élégante d'une femme voilée élégante. Et qui a-t-on à ses côtés? On le connaît, c'est Rodolphe Linhof, qui est en fait le beau-frère de Manet, qui porte les couleurs du prestigieux cercle nautique d'Asnières. Le ruban bleu, la chemise aux manches coupées blanches et le pantalon de flanelle gris. Ici, il y a très peu de détails qui me permettent une approche sociologique du tableau, ce qui n'est pas tout à fait le cas de celui-ci. Première question à se poser, qui sont-ils? Alors, je reviens aux critiques de ce tableau et voici ce que l'on sait de ces personnages. Jean Rousseau, un jeune critique et artiste belge, écrit « Les têtes et les costumes sont rendus avec une certaine vivacité, mais c'est tout. Derrière les figures apparaît une rivière indigo. » La voilà notre rivière indigo dont je vous parlais. Dure comme du fer et droite comme un mur. Ils ont déjà conscience de cette verticalité, sauf qu'ils ne vont pas parler évidemment de précurseurs d'abstraction.
On est en 1874. Dans l'arrière-fond, une vue, ou plutôt un mijoté d'Argenteuil. Pas une ligne, pas une forme menée à bien. Le maître a rejoint le niveau d'un étudiant de 20 ans. Donc le pauvre Manet, niveau d'étudiant, il ne sait pas composer sa peinture. Et puis on a un autre, Maurice Chaumelin, qui est absolument horrifié. Monsieur Manet a encore choisi le site le plus grossier. Un site grossier. On va s'intéresser au lieu. Et les figures les plus grotesques. Il nous montre un garçon bouché au gros bras, le nez empâté, sur une scène indigo, encore une fois, se tournant avec des airs d'amoureux vers une cocotte profondément ennuyée et enflée. Alors, qui a-t-on? On a une cocotte avec son garçon bouché. Mais ça ne me suffit pas. On va essayer de savoir exactement qui sont-ils et où sont-ils. Alors, revenons à notre Paris haussmannien. Je vous ai dit que Paris était en pleine reconstruction. Ce sont 600 000 nouveaux habitants dans Paris entre 1850 et 1870. Faut-il penser que nous avons 600 000 nouveaux bourgeois capables de payer les nouveaux loyers? Peut-être pas. Or, il est vrai qu'il y a ce développement haussmannien qui a coûté une petite fortune. D'ailleurs, entre parenthèses, on paraphrasait les contes fantastiques de Hoffmann et on parlait des contes avec un P fantastique de Haussmann. C'était un certain Ferry qui en parlait parce que ça a coûté extrêmement cher. La Troisième République sut rapidement combler les déficits haussmanniens. Toujours est-il que cette période correspond au début du grand capitalisme parisien et français. On a le développement du commerce avec le Bon Marché, la Samaritaine, les grands magasins qui commencent à livrer, à faire des catalogues, des modes, des collections qui tournent, etc. Mais il faut savoir que malgré cet enrichissement, c'est 300% des revenus augmentés sur une période de 20 ans, c'est 30% de salaire en plus, mais malgré tout, ça n'est que 1/10 de la population parisienne qui travaille dans le commerce. 3/5 continuent à travailler dans des petites industries, ce que les Anglais appellent les sweatshops. Ce sont des ateliers dans lesquels il y a une pression extraordinaire qui développe malgré tout un certain prolétariat dans les murs de Paris. Alors, tous ces habitants de Paris qui vivaient avant mélangés les uns avec les autres sont de plus en plus séparés avec la fin de la mixité sociale parisienne, les grands immeubles abritant les grands bourgeois, mais on continue à avoir une forte population d'ouvriers et d'employés dans Paris. Alors j'en profite pour vous montrer cette petite caricature. Le propriétaire disant « Vous concevez, monsieur, que ma maison se trouvant aujourd'hui dans la rue de Rivoli, je suis obligé d'augmenter votre loyer de 3 000 francs. » Un Paris de plus en plus cher qui a éloigné les plus pauvres, mais il reste une classe moyenne et une petite bourgeoisie qui vit bien sûr dans Paris. À droite, oui mon cher, je couche sur une chaise car on m'a tellement fait reculer ma maison que ma chambre est devenue toute petite pour pouvoir y mettre un lit. Donc les caricatures sont multipliées sur les travaux haussmanniens. Donc tout ça pour vous dire que nous n'avons pas que des grands bourgeois dans Paris, loin de là. Et qu'est-ce que fait la population de Paris le week-end? Elle part à la campagne. Et elle part, entre autres, grâce aux nouvelles lignes créées à la gare Saint-Lazare. Alors, la gare Saint-Lazare a été créée en 1837, c'était un vague cabanon qui a peu à peu été agrandi pour être plus ou moins achevée en 1867, quand elle était inaugurée par Napoléon III en présence du tsar de toutes les Russies et dans l'Empire et de l'empereur d'Autriche, parce que c'est l'occasion du grand salon universel à Paris. Cette peinture est une peinture de Monet. Monet ne s'intéresse pas à la structure. Il ne nous donne pas les grandes perspectives que nous donnait Caillebotte tout à l'heure sur les appartements haussmanniens. Quand vous regardez ces appartements, on les distingue, mais on les distingue à travers ce qu'aime tant Monet, les effets atmosphériques, ici, des vapeurs et des fumées de train. Je vous ai dit que ça a été reconstruit, cette gare Saint-Lazare. Vous aviez auparavant une seule ligne qui est la ligne vers Saint-Germain-en-Laye. Et vous avez désormais une nouvelle ligne qui passe par Asnières et qui nous mène entre autres à Argenteuil. Arrêtons-nous un instant sur cette carte de Paris et de l'ouest parisien. Vous retrouvez la Grenouillère ou Pin-Renoir, Chatou où nous allons nous promener dans un instant, Argenteuil, qui est le tableau que nous regardons de Manet, la plaine de Gennevilliers ici, Clichy,
Et voici l'ancienne ceinture de Paris, l'ancienne ceinture de Paris ici, et la nouvelle ceinture de Paris après l'annexion dont je vous parlais en 1860. Alors, qui va prendre le train les week-ends? Eh bien, avec ce développement du commerce, vous avez bien sûr les boutiquiers, ceux qui vivent derrière les comptoirs, mais également les clercs à Faux-Col, les commis de l'État, les assistants, les voyageurs du commerce, etc. Et la Seine connaît quelques mouvements le week-end quand les trains, les uns après les autres, débarquent une foule de Parisiens. Les Goncourt, qui sont deux extraordinaires snobs de la deuxième partie du XXe siècle, écrivent un jour qu'ils allaient se promener à Chatou, donc ici avec l'île de Chatou, très connue des impressionnistes. On fit une promenade le long de la Seine à Bougival. Sur la longue pelouse de l'île, les gens lisaient à haute voix le Figaro, à haute voix. Sur l'eau, des canotiers en jersey rouge, et souvenez-vous de cette expression, des canotiers en jersey rouge, on reviendra là-dessus après, chantaient des chansons de Nadaud. Alors, ces chansons de Nadaud, c'était un chansonnier, un goguetier, de chansons souvent paillardes, parfois politicardes, à tel point que certaines de ces chansons étaient censurées, qu'on chantait à coups de turlututu par groupe sur les pelouses de Chatou ou de Bougival. Saint-Victor tomba sur une de ses connaissances entre les saules. Il s'agissait d'un agioteur ou quelque chose de la sorte. Un agioteur, c'est un boursicoteur. Donc vous voyez le type de fréquentation qu'adorent les Goncourt sur les bords de Seine. Enfin, nous trouvâmes un coin sans peintre de paysage à leur chevalet, ni tranche de melon jeté. Donc en d'autres termes, ces charmants bords de la Seine par les impressionnistes, c'est pollué par une populace chantant les chansons de Nadaud à coups de turlututu, des tranches de melon jetées au sol et les peintres de chevalet établis un peu partout. Et puis un autre journaliste pour la vie parisienne qui écrit un dimanche d'été, dans un dimanche d'été, pardon. J'étais partie une semaine à la campagne et était saisie par l'ennui, quand soudain j'entendis hurler. On est dimanche. Ils arrivent, ce sont ces hordes de Parisiens qui débarquent. Chaque heure passant, l'invasion se propageait, prenant possession de la campagne comme une vaste guinguette, un café-concert plus grand encore que ceux que l'on rencontrait sur les Champs-Élysées. On entendait des chansons et un murmure permanent. L'odeur de frites et de fricassés de lapin submergeait les bords de Seine. Un concert de verres, de couteaux et de bouteilles débouchées, on imagine, faisait un vacarme au milieu des chansons paillardes. Donc globalement, on est face à ce type de populace en bordure de Seine, en train de partager pique-nique au milieu des friteries, des guinguettes, des chansons et vendeurs de coco. Alors peut-être que, en sortant de cette idée bourgeoise du Paris haussmannien, on arrivera à mieux saisir où sommes-nous et qui avons-nous en face de nous. Enfin, le qui, on le sait à peu près, c'est la cocotte et le garçon boucher. Mais la question est de savoir où sommes-nous. On est ici, à Argenteuil, sur les rives sud, c'est-à-dire à une location de bateaux à voile, il n'y a pas de bateau moteur ici, qui coûte quelques francs la journée quand le bateau moteur qu'on pourrait louer à Asnières coûte 75 à 100 francs, c'est-à-dire beaucoup plus cher. Et puis j'en profite pour vous rappeler un petit détail. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'annexion des villages autour de Paris en 1860, ce qui fait passer du vieux Paris au Grand Paris, qui fait passer les limites de Paris des murs des fermiers généraux aux fortifications de Thiers. Par là même, quand Paris s'approprie les villages, il recule d'autant ce que l'on appelait alors la barrière de l'octroi. Ceux qui restent piégés à l'intérieur, les industries qui restent piégées à l'intérieur de Paris, c'est-à-dire ceux qui étaient en bordure de Paris, qui se trouvent pris dans le piège des agrandissements de la surface parisienne et qui se retrouvent dans Paris. Eh bien, ils vont devoir, à chaque fois qu'ils vendent leurs produits aux provinces, imposer aux provinces de payer l'impôt sur l'importation de Paris qu'on appelle alors l'octroi. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils choisissent de rester dans Paris, soit ils sortent de Paris. Il y avait des raisons politiques à cela. Plus les industries sortent de Paris, moins il y avait de risques de trouver des ouvriers, c'est-à-dire politiquement des révolutionnaires,
contre la politique de Napoléon III dans les murs de Paris. Donc en expulsant les industries, on fait une belle ville, on procède à une urbanisation moderne, mais on expulse aussi le risque politique. Et c'est ainsi que des grandes industries comme les raffineries Say et les aciéries Keil, qui se trouvaient sur les quais de Grenelle et d'Ivry, partent vers la plaine de Gennevilliers ou Clichy. Et c'est ainsi que va se développer ce qu'on appelait au début du XXe siècle la zone rouge de Paris. Alors la plaine de Gennevilliers venait d'être vendue. Elle pratiquait une politique fiscale pour un charbon peu cher, disposait de systèmes de canaux fluviaux qui facilitaient le transport des marchandises, échappait au paiement de l'octroi et pour finir disposait de voies de chemin de fer conséquentes. Ce qui fait qu'on a assisté à une industrialisation du nord et du nord-ouest parisien. Alors à Argenteuil plus précisément, qu'est-ce qui va s'installer ? Il va s'installer une population qui va passer de 5 000 à 15 000 habitants en moins de 10 ans, entre les années 50 et les années 60. Et surtout s'installe une industrie de carrières de calcaire, ça fait de la poussière, une usine de plâtre, de gaz, une scierie. En amont, vous avez les cristalleries de Beson, ça veut dire du plomb rejeté. Les fonderies de Monsieur Joly, qui fournissent en poutres d'acier les constructions des halles et du musée et du palais de l'industrie. Vous avez des tanneries polluantes, vous avez une usine de phosphate, vous avez les très polluantes teintureries d'indigo, entre autres choses. Et puis juste en aval, ici, à l'île Marande, vous avez une industrie de caoutchouc qui s'est rendue fameuse pour avoir pollué les eaux de la Seine au point que tous les poissons meurent un jour à l'autre. En d'autres termes, ici, derrière, vous avez bien un mijoté, mais il s'agit d'un mijoté industriel qui rejette l'entièreté de ces eaux polluées directement dans la Seine. Autant dire qu'on comprend mieux pourquoi les critiques parlaient d'une Seine indigo, parce qu'elle reçoit tous les rejets des eaux industrielles. Alors à Argenteuil, je vous disais qu'il y avait Monet aussi. Monet ne s'intéresse que très très rarement. Parfois, derrière un gros bouquet de fleurs, vous allez voir apparaître les industries. Mais en général, il essaye de leur tourner le dos. Vous voyez ici le pont de chemin de fer d'Argenteuil avec toutes les cheminées des industries que je viens de vous décrire. Et vous voyez ce pêcheur sur cette berge. Quand vous regardez cette peinture du même chemin de fer de Monet, je pense qu'il regarde vers cet éventuel pêcheur, il tourne le dos aux industries pour ne pas les voir. La seule chose qui reste industrielle, c'est la présence de ce chemin de fer dont il peint, encore une fois, la fumée qui s'échappe. Lorsqu'il peint ce même paysage, je ne sais pas si vous réalisez, mais regardez, vous avez cette construction qui, je crois, a été détruite en 1874, qui nous permet de penser que Monet se situe ici. Voilà ce que peint Monet. Il nous peint un Argenteuil où, certes, les cheminées apparaissent, et j'ai tiré ce trait ici qui n'est pas dans le tableau pour vous montrer qu'il y avait une logique de construction dans ce tableau. Il a ponctué son tableau pour que s'enchaînent la cheminée, le toit et une plus petite cheminée, et la ligne de ces arbres pointe vers cette ancienne construction et non pas vers les industries. Les trois quarts de ce tableau sont consacrés au ciel et au reflet. Le chemin nous mène vers cette ancienne bâtisse et à droite, la présence non pas d'ouvriers, mais d'une jeune femme et peut-être d'une employée de maison, à peine suggérée sur la droite. En d'autres termes, Monet ne s'intéresse pas à la vie industrielle. Il va d'ailleurs quitter Argenteuil, qu'il ne peint la plupart des cas que sous 20 cm de neige. Comme ça, on ne peut plus distinguer ce qui est industriel et ce qui ne l'est plus. Il part à Véteuil et s'installera, sauf erreur, en 83 à Giverny. Alors, on sait maintenant qui ils sont, la cocotte et le garçon boucher. On sait où ils sont, au milieu d'un mijoté de fumées industrielles et d'une Seine où se jettent les eaux polluées. Mais il y a peut-être mieux en termes d'eau polluée. J'y viens dans un instant. Eugène Belgrand, qui travaille pour le gouvernement de Napoléon III, est en charge de la restructuration
des égouts de Paris. Les égouts de Paris, c'est 150 km en 1850 et c'est déjà 500 km en 1870. Ils vont réorganiser tous les égouts de Paris avec un grand siphon sous le pont de l'Amas qui permet de récupérer les eaux du sud, de joindre les eaux du nord. Et où est-ce qu'elles sont rejetées? Entre Saint-Denis et Asnières. Ce qui veut dire que non seulement à Argenteuil, on a les eaux polluées industrielles, mais en plus, on a droit aux égouts. Et les égouts, c'est pire que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas de centrale de nettoyage et de filtration des eaux usées. Alors, les égouts, c'est quoi? Au départ, c'était uniquement les eaux de pluie et les eaux de nettoyage des rues. Simplement, il y a un problème. Il y a quand même 1,5 million, 1,8 million d'habitants à Paris dans ces années-là. Et il y a des déchets humains, ce qu'on appelle les eaux ménagères ou les eaux vannes. Alors, dans les années 50, vous aviez encore ce qu'on appelait des fosses d'aisance qui se trouvaient sous les immeubles, qui récupéraient les excréments et l'urine humaine. Vous imaginez le déplaisant du déplacement et de la toxicité de la récupération de ces eaux ménagères qu'on prenait, qu'on transportait en dehors de Paris, qu'on faisait sécher. On en faisait ce qu'on appelait des poudrettes qui servaient d'engrais dans les campagnes alentours. Alors, malgré les recommandations de certains médecins, on va choisir le système du tout à l'égout, c'est-à-dire que les nouveaux immeubles vont être directement connectés pour les eaux vannes et pour les eaux de pluie dans les égouts. Ce qui fait qu'à la sortie de ces égouts, non seulement vous avez les eaux de pluie, mais vous aviez les liquides qui étaient rejetés dans les liquides et les morceaux, dans les fosses d'aisance. Dieu merci, les latrines françaises s'étaient améliorées. On était passé à la latrine à l'anglaise, il y avait des chasses d'eau, ça diluait un peu. Mais ça fait quand même 450 000 tonnes de déchets qui sont rejetés dans la Seine tous les jours. Ça ne sent pas très bon. Vous avez donc compris que non seulement la Seine est polluée par l'indigo, etc., mais qu'en plus elle récupère les eaux des égouts et les morceaux qui flottent. Alors, en 1874, on a un petit problème, on s'est dit c'est toxique, on va faire quelque chose. Alors, plutôt que la poudrette qu'on ne fabrique plus, on va récupérer et filtrer les plus gros morceaux et on va les mettre sur des champs, ce qu'on appelle des champs d'épandage, qui vont filtrer naturellement les liquides à travers la terre et être peu à peu rejetés dans la Seine. Et puis, ce qui reste en surface sert directement d'engrais. Ça s'appelle donc les champs d'épandage. La surface des champs d'épandage passe de 50 à 500 hectares entre 74 et 75 dans la plaine de Gennevilliers. Alors, un instant avant, voici une caricature du tableau de Manet, la Seine à l'égout de Saint-Denis. Ils ont bien conscience qu'on a un problème avec les usines et en particulier la fabrique d'indigo. Voilà le chapeau de notre garçon boucher et de notre jeune cocotte qui flotte la Seine à l'égout de Saint-Denis. Mais il ne vous parle pas des gros morceaux qui flottent. Je vous ai parlé des champs d'épandage. Les voici, ces champs d'épandage. Cette extraordinaire et très proche amie, elle a épousé le frère de Manet, peintre, Berthe Morisot, les blanchisseuses plaines de Gennevilliers. Donc, vous voyez ici que cette plaine sert de champ d'épandage en 1875. La couleur verdâtre, jaunâtre d'une Seine très certainement polluée et dans l'arrière-plan, les usines polluantes. Donc on peut trouver cette peinture absolument charmante, encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Alors on peut imaginer les miasmes, les exhalaisons délétères et toxiques qui entouraient ces blanchisseuses, mais également notre côte-côte et notre garçon boucher. Il n'y a pas d'ombre dans ce tableau. Le soleil est au zénith et les odeurs exhalaisons au maximum, très probablement. Alors, plutôt que vous parler de ce tableau seulement en termes modernistes, je pense que là aussi il y a un réalisme, et un réalisme qui dépasse toutes les formes de réalisme antérieures. Il est olfactif. Il a, à travers ces incohérences visuelles, rendu la gêne extraordinaire de ces personnages devant les odeurs de la Seine.